Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mariage de Figaro? Mais si vous savez, ce classique du théâtre où un valet tente de déjouer les projets de son maître qui compte faire main basse sur sa fiancée. Eh bien, saviez-vous que son auteur, Beaumarchais, de son nom complet Pierre-Augustin Caron, avait tour à tour été un véritable séducteur, un don juan, un patenté, un trafiquant d'armes et un espion pour la couronne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de ces anecdotes littéraires où quand on découvre les coulisses de la littérature. Première partie, quand Beaumarchais veut devenir noble. Beaumarchais, c'est l'auteur qui est passé dans la postérité pour deux pièces très connues, je vous en parlais, donc Le mariage de Figaro, je pense que tout le monde en a entendu parler, et Le barbier de Séville. Mais finalement, il a eu assez peu de temps pour écrire, et pour cause, le goujat avait une vie extrêmement mouvementée. Beaumarchais ne devient par exemple Beaumarchais qu'en réalisant un beau mariage. Il naît en effet en 1732 à Paris sous le nom de Pierre-Augustin Caron, comme je le disais. Il est fils d'horloger, mais il est surtout très très ambitieux et ça l'agace considérablement de ne pas faire partie de l'aristocratie. Heureusement pour lui, le vil fripon est un bel homme très séducteur et il met assez rapidement le grappin sur Madeleine Catherine Aubertin qu'il épouse en 1756. Elle est plus âgée que lui, elle est veuve et elle est surtout l'héritière d'une fortune considérable et d'un fief de Bosc Marché, dont l'appellation commune, je vous le mets dans le mille, est précisément Beaumarchais. Et c'est là que Beaumarchais est très très fort. Il trompe gentiment tout son monde en se faisant simplement appeler de Beaumarchais, mettons bien les guillemets, dès 1757, alors qu'en l'occurrence, il n'est absolument pas aristocrate. Bref, Beaumarchais est un peu à l'image de Figaro, son personnage, quelqu'un de haut en couleur et qui n'hésite pas à faire tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il veut. D'ailleurs, il devient assez rapidement espion pour la cour française. Et là aussi, vraiment, si les anecdotes littéraires et historiques vous intéressent, la vie de Beaumarchais en regorge. Toujours pareil, Pierre-Augustin Caron, ce fameux Beaumarchais, triche un petit peu avec la vérité, avec la réalité. Et il est d'ailleurs tellement fort dans ce jeu qu'il est devenu espion pour la France. Alors pas à l'image de cet espion-là, c'est pas non plus Hubert Bonisseur de la Batte, mais il devient bel et bien espion pour la couronne. Et tout débute en 1774. En 1774, c'est Louis XV qui est installé sur le trône, ce roi-là, et ce roi-là, eh bien il se trouve qu'il a une maîtresse, une favorite, ou une amante si vous préférez, qui s'appelle Jeanne du Barry. Or, cette très chère Jeanne, eh bien, elle n'est pas très bien perçue parce que c'est une roturière et elle est régulièrement l'objet de moqueries, notamment à l'étranger, en Angleterre, royaume ennemi s'il en est de la France. C'est précisément pour cela que ce beau et séducteur Beaumarchais est mandaté par le roi pour se rendre à Londres en 1774 pour négocier la suppression d'écrits diffamatoires envers Jeanne du Barry par un certain Charles Thévenot de Morande, qui venait d'écrire le livre Mémoires secrets d'une femme publique. Il y arrive donc, ce fameux Beaumarchais, et comme il a accompli cette première mission avec succès, il va réitérer pour plusieurs missions, tantôt pour négocier le retrait d'autres pamphlets à l'encontre de la couronne française, tantôt même pour parvenir à subtiliser et à négocier des plans d'invasion de l'Angleterre envers la France, rien que ça. D'ailleurs, il sera même emprisonné en Autriche sur motif d'espionnage. Ce qui fait donc de Beaumarchais un auteur relativement intriguant, vous me le concéderez. Mais c'est pas tout, parce que non content d'avoir été espion, d'avoir fait un très beau mariage et de s'être fait passer pour un aristocrate alors qu'il ne l'était pas du tout, d'être parvenu à intégrer la cour de Louis XV puis de Louis XVI alors qu'il était d'origine bourgeoise, Beaumarchais a en plus été trafiquant d'armes. Et ça, je crois que c'est quand même le plus extraordinaire. Vous le savez sans doute, en 1775 éclate une guerre qui fera date dans l'histoire puisqu'il s'agit de la guerre d'indépendance américaine. Elle se terminera seulement en 1783. Et devinez, qui s'y intéresse de très près? Bien évidemment la France, qui n'est pas nécessairement très proche de l'Angleterre et c'est ce qui s'appelle faire un doux euphémisme. Et évidemment, de qui on parle aujourd'hui, qui est intriguant et qui est surtout quelqu'un d'absolument passionné qui s'engage pour mille et une causes à la fois, Beaumarchais. Et oui, Beaumarchais se passionne rapidement pour la question. Ça devient un militant de ceux qui s'appelaient alors les insurgents, c'est-à-dire finalement les insurgés comme on dirait aujourd'hui, ceux qui font sécession contre la couronne anglaise. Dès 1775, il devient l'interlocuteur des insurgents en France et peu à peu, on lui confie à la fois des sommes conséquentes pour qu'il les fasse passer côté américain et bientôt également, sur ordre de Louis XVI, des munitions et de la poudre. Mais Beaumarchais quand même, il a ce profil un petit peu ambivalent, vous l'aurez compris, ce qui fait que non content de devenir cet intermédiaire de la couronne, entre la couronne et ceux qui font sécession, il se dit bon, quand même, dans l'absolu, je vais en profiter. Et donc il monte
toute une affaire de spéculation et de trafic maritime. C'est-à-dire qu'il va faire le rachat de navires qu'il fait ensuite passer par les Antilles pour officialiser tout ça, qui terminent leur course, évidemment du côté des États-Unis, enfin des futurs États-Unis, pour y expédier et y faire parvenir les armes et les munitions. Malheureusement, cette entreprise fera une faillite épouvantable, mais ça nous montre enfin une dernière facette de Beaumarchais, un intrigant, un amateur de femmes, un politicien également, un espion, un entrepreneur, raté pour le coup, mais malgré tout absolument rocambolesque. Finalement, pas étonnant que son protagoniste, Figaro, soit aussi irrévérencieux, inventif et fougueux que ne l'a été son auteur. À bientôt pour de nouveaux épisodes des coulisses de la littérature.